Nous lançons en France les Fables de Günther. Mes Fables, un grand projet de vie que j'ai démarré il y a plus de 30 ans, finalement arrivera en France. Et pour encadrer les différentes fables, c'est l'occasion, l'opportunité, le plaisir pour moi de dialoguer à propos du contenu des fables avec Idriss Aberkan. Avec Idriss, on va faire un tour d'horizon. On ne va pas lire les fables, on ne va pas expliquer les fables, mais nous allons quand même toucher l'horizon de toutes les fables pour voir comment ça peut vraiment changer notre vie, comment ça peut changer la vie de tout le monde et comment nous pouvons finalement réussir à avoir ce monde durable. Idriss, on démarre avec la fable qui est inspirée par Lynn Margulis. Lynn Margulis qui était la conjointe de James Lovelock, de Gaïa. Et c'est elle, la femme qui a réussi à changer la logique des biologistes. On avait encore jusqu'à 60-70 les 3 royaumes de la nature et elle proposa les 5 royaumes de la nature, ce qui fut finalement accepté. Qu'est-ce qui pour toi est la différence ou le saut en avant dans la conscience quand on dépasse des 3 royaumes de la nature, minéraux, animaux, plantes, en 5 royaumes de la nature? Aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre que les champignons aient pu être considérés comme des végétaux, mais on n'arrive pas à comprendre non plus que dans les années 50, la tectonique des plaques n'était même pas reconnue. Wegener est mort sans qu'on ait reconnu ses idées sur la tectonique, la dérive des continents. Alors, en biologie, on a fait effectivement des découvertes très rapides. Les champignons sont complètement à part. Aujourd'hui, en biologie, on pense qu'il y a LUCA, Last Unicellular Common Ancestor, et qu'autour de LUCA se seraient formées les archébactéries, les bactéries, les eucaryotes, et dans les eucaryotes, les végétaux, les animaux et les champignons, le règne fongique. C'est tellement admis aujourd'hui qu'on a l'impression que ça fait 2000 ans que c'est comme ça. On a l'impression qu'Aristote pensait bien que les champignons étaient différents des plantes. D'ailleurs, il les mange la plupart du temps. Mais c'est tout récent. Et ça m'inspire que peut-être dans 20 ans, on aura des découvertes du même niveau sur les virus ou sur certaines bactéries. La première vie, c'était les bactéries, ou même avant les bactéries, les virus. Mais pour une autre raison, on a décidé de ne pas inclure les virus dans les 5 royaumes de la nature. Qu'est-ce que tu en penses? Là aussi, c'est une limitation de notre part. De plus en plus, on pense que les virus ont été des formes de vie. On ne voulait pas les reconnaître comme des formes de vie parce qu'ils avaient besoin d'un hôte pour se reproduire. Et puis, on a découvert les virus géants, les mammavirus notamment. Et on a plutôt l'impression que, comme disait Antoine de Saint-Exupéry, la perfection est atteinte non pas quand il n'y a rien à ajouter, mais quand il n'y a rien à enlever. Et qu'en fait, les virus ont été des formes de vie autonomes qui auraient évolué en enlevant, en retirant tout ce dont elles n'avaient pas besoin pour aller le trouver chez quelqu'un d'autre. Ça me rappelle cette scène dans Better Call Saul où tu as Mike Ehrmantraut qui est un garde du corps et on lui dit mais pourquoi t'as pas pris de pistolet, t'as pas pris de flingue? Il dit mais je vais en trouver un, je prendrai celui que je trouverai sur le chemin, tout le monde se moque de lui. Il dit non, je suis tellement un professionnel que je prendrai ce que je vais trouver sur place. Les virus, c'est ça. Ils ont certainement été des formes de vie avant. Et il y en a partout. Là, il y en a sur notre peau, il y en a dans l'air, il y en a sur du bois. Il y a les bactériophages qui peuvent tuer les bactéries et qui sont bien plus performants que les antibiotiques. C'est un monde de nanotechnologie incroyable. Et pour conclure, on a même l'impression des fois que c'est une technologie extraterrestre qui a été déposée sur la Terre. Quand tu vois un bactériophage, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est la NSA, c'est la DARPA qui a créé cette technologie avec cette capsule en icosaèdre, avec ce module d'injection. Et pourtant, ces choses-là sont sur la Terre depuis des centaines de millions d'années, des milliards d'années. Alors, la différence entre bactéries et les algues bleues, les algues tout au début, qui sont encore aussi cellulaires, les biologistes n'ont pas vraiment su faire la différence entre un royaume et l'autre. On a envie de mettre des frontières bien précises, de dire ça, c'est dans un royaume, etc. Et c'est vrai que génétiquement, il y a bien une différence entre les archébactéries et les bactéries, mais on a le transfert latéral chez les bactéries, et puis les virus aussi. Ils transfèrent leur ADN ou leur ARN
et ils sont capables donc d'intervenir sur le génome. Une partie significative de notre génome à nous vient des virus. Les plantes aussi, une partie significative de leur génome vient d'une origine externe. On a Agrobacterium qui est une bactérie mais qui est capable aussi d'injecter son génome pour faire des petites tumeurs bénignes dans les plantes, et c'est grâce à elle d'ailleurs qu'on a pu faire une plante génétiquement modifiée. Donc ces cloisons très fermées, comme tu le dis tout le temps dans tes cours, le vivant est une machine à exception. On a des animaux qui produisent de la cellulose, on a des animaux qui font de la photosynthèse, c'est rarissime, mais le vivant passe son temps à faire des exceptions. Alors, est-ce que c'est encore valable les cartographies qu'on est en train de faire? Je pense qu'on va les réviser, c'est clair. Comme on refaisait les cartes au XVe siècle, au XVIe siècle, on pensait qu'il n'y avait pas le continent américain, que ça allait directement de l'Atlantique à la Chine. Il y a des nouveaux continents qu'on est en train de revisiter en biologie, c'est certain. Alors, dans notre culture, on a toujours adopté le roi d'un royaume. On a le roi qu'on connaît de tous, des mammifères, des animaux, le roi lion. Pour toi, cette symbolisme est importante? C'est bien pour les fables, puisqu'on fait des fables. On ne parle pas que de biologie, on parle de culture. Et la culture, ça se transmet par des histoires enseignements. Ésope, repris par La Fontaine, qui est aujourd'hui un pilier de la culture française, et les soufis utilisent des fables et des histoires enseignements depuis qu'ils pratiquent la religion, et même depuis les origines profondes en Égypte de la Sophia Pérennie. C'est bien d'avoir un roi, mais c'est vrai que dans les fables, par exemple, dans le Parlement des oiseaux de Attar, ils cherchent le roi des oiseaux, le Simorgue, qui veut dire 30 oiseaux, et ils se rendent compte qu'il n'existe pas. Ils sont mis devant un miroir, et c'est eux 30 qui sont le roi des oiseaux. Donc il y a la huppe qui les guide, et à eux 30, ils se rendent compte que c'est eux le roi. Donc c'est comme ça qu'on devrait voir les choses, la fameuse transition de ego à écho. Tout le monde est roi, il n'y a pas de roi des animaux, mais il y a des prédateurs apicaux dans la chaîne alimentaire. On aime bien voir les choses en pyramide, alors qu'on sait que c'est plus compliqué que ça, c'est plutôt des cercles eutrophiques que des pyramides, mais nous, on aime bien voir les choses en pyramide. Dans ce cas-là, oui, il y a des animaux qui mangent les animaux, qui mangent les autres animaux, qui mangent les autres animaux, et au sommet de qui mange qui, on a en effet des rois, entre guillemets, mais dans ce cas-là, on a le requin blanc, on a l'homme, on a bien sûr le lion et les grands félins, le tigre. Et bon, le lion, le grand félin, le tigre, ils sont mangés aussi ensuite par les champignons, par les plantes. Donc ces métaphores, comme toutes les métaphores et toutes les comparaisons, elles ont une limite. Est-ce que c'est juste encore de parler des royaumes? Est-ce que n'est pas l'heure de terminer une référence? Est-ce qu'on ne devrait pas être un peu plus républicain comme biologiste? C'est vrai, hein. Mais le roi, ça a tout un symbole inconscient, ça attire les gens. Et encore aujourd'hui, il suffit de regarder comment les mariages royaux attirent beaucoup plus de gens que les mariages de personnes dans les républiques. Et donc, dans les contes, il y a des rois, il n'y a pas de président dans les contes. Dans Disney, tu verras pas le président et la fille du président, même si tu as des petits films, mais pas dans les grandes productions Disney. C'est de là que ça vient, mais c'est vrai qu'en biologie, c'est faux. Il faut sortir de ça, c'est tout à fait vrai. Et d'ailleurs, qui n'a pas ces métaphores-là? Les Indiens. Les Indiens d'Amérique, les peuples premiers, les premiers Américains, n'ont pas le concept de roi des animaux et de règne. En tout cas, c'est beaucoup plus abstrait chez eux et beaucoup plus fluide. Et du coup, c'est plus proche de la réalité. Après tout, James Lovelock, comme tu citais sa femme, Madame la professeure Margulis, pensait que la Terre était vivante, qu'il y avait l'hypothèse Gaïa, que toute la planète Terre formait un grand organisme. Nous, dans notre corps, on serait malheureux si des gens nous demandaient quels sont les règnes. Est-ce qu'il y a le règne des neurones? Est-ce qu'il y a le règne de la peau? Est-ce qu'il y a le règne de ceci et de cela? Et il n'y a pas de roi des cellules. Je ne connais pas de roi des cellules. Donc, c'est vrai qu'il faut dépasser cette vision. Alors, la chêne, c'est la reine des plantes? Ou est-ce que c'est une appréciation très nordique, très européenne? Est-ce qu'on ne devrait pas avoir, par exemple, le Welwitschia mirabilis, qui est cette plante qui sait survivre pendant 2000 années dans le désert le plus vieux de la Terre, qui est en Namibie? Mais d'une autre manière, nous sommes quand même dans la biologie encore très nordique, très européen. Oui, on a projeté nos contes. D'abord, il y a le mythe du roi d'Angleterre qui a été couronné près d'un chêne.
C'est même pour ça d'ailleurs que tu as une marque d'horlogerie suisse, Audemars Piguet, qui a créé un modèle qui s'appelle Royal Oak. C'est en référence à ce conte. Donc on a l'Yggdrasil des Vikings, l'arbre du monde. Et c'est vrai que ces mythes premiers sont devenus ensuite, avec nos aristocraties, des choses un peu non négociables. Mais tu as raison, dans le cas de Mirabilis en Namibie, c'est fascinant, c'est un tout petit truc, mais ça a des racines très profondes et ça peut survivre. Tu crois que c'est mort et ça repart. Donc c'est vrai que c'est à notre œil de voir ce qui est digne de notre attention. Dans le pays de Galles, ils ont comme symbole le poireau. Tu as aussi le chardon en Angleterre, tout de même. Donc tu as quand même des cultures qui ont compris, même européennes, que des plantes qui avaient l'air comme ça, pas importantes, comme le chardon ou comme le poireau, que moi on peut manger, eh bien, étaient plus importantes qu'on le croyait. Mais oui, il n'y a pas de roi des arbres. Mais on aime bien donner des noms aux arbres. Puis tu sais, tu as des villes où il y a des emails pour les arbres. Tu as des villes au Canada ou en Australie où tu peux écrire à un arbre dans la ville. Tu dis merci de m'avoir donné de l'ombre, merci de... Donc on a cet aspect un peu animiste, mais c'est vrai qu'il faut juste peut-être pas enlever cette poésie animiste, mais juste être moins superficiel. Une toute petite plante ridicule peut être en effet beaucoup plus importante. Alors, les champignons, c'est quand même un royaume extraordinaire. Il y a plus de champignons qu'on a déjà découvert qu'il y a des plantes et des animaux combinés. Alors, ces royaumes, dès qu'on a mis les phares là-dessus, évidemment, on a fait la découverte des champignons. Il y a un champignon qui pourrait être la reine dans ce cas-là, c'est le Ganoderma lucidum, qui était quand même le champignon privilégié de l'empereur. Seul l'empereur avait le droit de le manger en cas de nécessité, ça veut dire en cas de santé. Comment est-ce que tu apprécies cette énorme découverte des champignons, où apparemment on a même oublié que les amulettes que porte la leader culturelle en Afrique, presque 80% de ce qu'il a dedans, ce sont des champignons séchés. Le champignon, pour nous, Européens, c'était un peu druide ou une concoction pour tuer quelqu'un. On a malheureusement cette image des Aménitas, le champignon rouge avec le petit point blanc là-dessus. Partage, s'il te plaît, un peu ton appréciation de ce royaume qui est quand même, pour beaucoup de gens encore, méconnu, mal connu et pire encore, on se méfie. Nos ancêtres étaient plus pragmatiques. Ils testaient, et en fait, on sait que même les chimpanzés testent dans la jungle des plantes, des molécules. Et évidemment, des fois, ils mouraient, mais bon, en 300 000 ans, 350 000 ans d'Homo sapiens sapiens, la vie n'avait pas tant de valeur que ça. Et si quelqu'un mourait dans la tribu, c'était pas grave, il faisait partager sa connaissance. Et du coup, on a, par essai-erreur, découvert des champignons psychotropes, psilocibe, le mucimol avec la manite tumouche. Il y a toujours cette hypothèse qu'évidemment certains académiques un peu étriqués et obtus ont tout de suite voulu sanctionner, la Stoned Ape Hypothesis, qui dirait que la consommation rituelle de champignons a joué un rôle dans l'évolution de la culture humaine, ce que je suis tout à fait enclin à croire. Et puis, les druides consommaient de la manite, les chamans consommaient de la manite. Après, il y a eu la technique de la sudation, donc ils se mettaient dans des chaises de sudation en Irlande notamment, on en a retrouvé, pour évacuer le mucimol. Et pendant ce temps-là, ils allaient parler avec les fées. C'est pour ça aussi d'ailleurs que la manite, on appelle ça toadstool en anglais, le tabouret des crapauds, et les crapauds qui parlent bien évidemment aux fées. Et puis après, dans la culture japonaise contemporaine, ça a donné le champignon qui fait grossir Mario, parce que c'est vrai que quand on prend du mucimol, eh bien, on a un sentiment de grossir. On retrouve ça dans Alice au Pays des Merveilles, on retrouve ça donc dans Super Mario. Il prend le champignon qui est une amanite, il est rouge avec les points blancs, et boum, il grossit. Ça étend son corps et sa conscience. On ne peut pas mépriser le rôle des champignons dans nos cultures. Sans champignons, il n'y a pas de bière, il n'y a pas de pain. Les champignons, ça va de la levure au kéfir, en passant par les champignons géants d'avant les dinosaures, et évidemment tous les champignons qu'aujourd'hui on consomme plus pour la gastronomie, la truffe, le cèpe, et comme tu le disais, le Ganoderma, shiitake, maïetake, pleurote, lion's mane, je ne sais pas comment on dit en français, celui qui a le goût de homard aussi. Donc on pourrait nourrir plein de gens avec les champignons. Ce qui est triste, c'est qu'au Moyen-Âge,
Et on a même toute une géopolitique qui s'est faite à cause des champignons, ou plutôt par l'ignorance des champignons. Les invasions de l'Empire romain, ce sont les peuples nordiques et les peuples germaniques qui n'ont pas à manger. S'ils avaient appris à cultiver les champignons et même pas juste à les récolter, avec juste l'opportunité qu'on voit un ou deux champignons qui émergent et on le prend, mais qu'on puisse faire vivre des dizaines de tribus, il n'y aurait pas eu les invasions des barbares germaniques. Donc toi, tu rappelais que ta fille, Chido Govero, a appris à ton fils à cultiver les champignons et que ton fils, il avait 5 ans à l'époque, comprenait pas qu'il y a la faim dans le monde, quand on voit à quel point c'est facile de faire de la nourriture à partir de déchets avec les champignons. Alors les champignons en plus, il y a cet autre royaume qui est encore moins connu que les champignons, ce sont les algues, les microalgues. Et il y a des milliers d'espèces qui sont en découverte. Alors il y a une qui est quand même devenue populaire, la spiruline. Ouais. La spiruline et la chlorelle, mais la spiruline, elle est à l'origine de l'oxygène sur Terre, elle est à l'origine des chloroplastes. Donc les chloroplastes, qui sont les organites photosynthétiques des plantes, sont en fait des cousins aujourd'hui de la spiruline, qui ont été absorbés par les plantes et qui ont d'ailleurs été peut-être des parasites au départ, et puis qui produisaient peut-être un poison comme les mitochondries, qui étaient des cousins des rickettsi. Et puis bon, on a dû les garder et finalement c'est devenu des usines énergétiques pour les plantes. Et c'est grâce à cette spiruline que la Terre est bleue et verte. Avec l'effet Rayleigh, on a la lumière bleue qui vient dans notre direction du ciel. Et puis, donc c'est de l'ozone tri-oxygène. Et il y a de l'oxygène parce que c'était littéralement du caca de cyanobactéries. Et puis elle est verte grâce aux chloroplastes, qui sont donc des cyanobactéries internalisées en symbiose dans des eucaryotes. Et les algues, évidemment, ont été parmi les premières à faire cette internalisation des cyanobactéries. Et on voit jusqu'en Australie avec les stromatolites, ces grandes formations rocheuses qui sont des témoins de la grande oxygénation. Donc, j'ai dit, les champignons ont changé la face du monde parce qu'ils ont digéré le bois, ils ont pu nous permettre de sortir du carbonifère. Et puis, même en géopolitique, si on avait su cultiver les champignons, il n'y aurait pas eu les invasions germaniques avec les Romains. Mais en fait, les cyanobactéries, la spiruline a changé la face du monde. Et encore aujourd'hui, elle peut changer la face du monde. Il y a eu plein d'études dans les années 70 sur la nutrition avec les cyanobactéries, mais systématiquement, elles se sont heurtées à un scepticisme politique irrationnel, alors qu'on avait la possibilité de produire des cyanobactéries en grande quantité, et qu'en plus elles fixent le carbone, même si, c'est toi aussi qui me l'avais rappelé, on a une pensée un peu stupide. Les gens se disent, les cyanobactéries fixent pas très bien le carbone. On peut prendre des algues vertes ou des algues qui sont plutôt des déchets pour fixer le carbone. Mais oui, mais sauf que les cyanobactéries, on peut les vendre, on peut les manger. Donc c'est pas grave qu'elles fixent mal le carbone, on n'a qu'à en faire encore plus. Et les politiciens ne comprenaient pas ça. Ils ne voient pas la possibilité de résoudre plusieurs problèmes à la fois. Donc ils se disent, moi j'ai le dossier carbone, je vais faire des algues dégueulasses que personne ne peut utiliser. Et moi j'ai le dossier nutrition, je vais faire des spirulines. Mais faire les deux en même temps, ça leur échappait complètement. La beauté de cette fable, c'est qu'on célèbre vraiment cette évolution dynamique, unicellulaire, les algues, les champignons, les plantes, les animaux. Et à la fin est arrivé l'être humain. Et la fable, à la fin, constate que l'être humain est arrivé et il a inventé faire le feu quand il le désire. Et par après, il n'y a plus personne qui a pu dormir tranquillement la nuit. Qu'est-ce que tu en penses de cette arrivée avec l'homme avec son feu? C'est difficile de parler de la pollution lumineuse alors qu'on est dans un jardin d'oliviers avec des lumières artificielles et ces spots, mais on voit bien déjà que les insectes sont attirés et ça a des effets donc sur les migrations d'insectes, sur les migrations de certains oiseaux et ça perturbe les écosystèmes, on le sait. Pourtant, tu as de la bioluminescence. Dans le monde vivant, c'est pas du feu, mais tu as de la bioluminescence qui est utilisée parfois comme piège pour attraper des insectes. Tu as certains organismes qui font de la bioluminescence pour pouvoir ensuite manger les insectes, dans les grottes notamment, où les insectes les confondent avec les étoiles qu'ils utilisent pour se repérer. Donc, on croyait avoir inventé l'agriculture. En fait, on sait que ce sont les termites notamment, et les fourmis, et plein d'autres organismes. On croyait avoir inventé l'élevage. Non, là aussi, les fourmis élèvent des pucerons qui sont mangés par les coccinelles, et les fourmis essaient de chasser les coccinelles. Et
La lumière, on l'a pas inventée non plus. La lumière artificielle, on l'a pas inventée non plus. Par contre, la domestication du plasma, parce que le feu, c'est du plasma, ça, en effet, on ne connaît pas d'organisme qui l'a domestiqué et qui pratique, qui crée du plasma quand il le veut, et notamment pour transformer ses aliments, avec toutes les conséquences. On sait que le langage, on sait que l'être humain a énormément de muscles faciaux. Tous les artistes de la Renaissance s'en rendaient compte pour représenter la moindre expression du visage. Et ça se serait créé autour du feu, quand on partageait la nourriture, pour éviter les conflits, parce que le feu aussi pose le problème que la tribu est repérable de loin. Donc on a vécu dans la savane, on est sorti de la forêt, de la jungle, autour de 75 000 avant Jésus-Christ, avec l'éruption du mont Toba. Et la savane, c'est plat, alors ça favorise les bipèdes, mais sur un lieu plat, quand tu as plein de tribus, enfin plein, on n'avait pas de densité de population, mais tu avais des tribus qui pouvaient voir de loin le feu, et donc on a commencé à devoir négocier, comprendre, résoudre les conflits. Autour du feu, on a eu l'art de la guerre et l'art de la paix, parce qu'on a eu le sourire, toutes les expressions faciales pour résoudre les conflits, et le langage très certainement né comme ça, et en même temps, la guerre, les torches, les technologies militaires, etc. Alors, ce dialogue avec Idriss nous met en évidence que simple fable d'une page, quand même, donne beaucoup de contenu, et c'est ce contenu que nous souhaitons soumettre à nos enfants, afin que les enfants s'imaginent beaucoup plus qu'Idriss et moi ont pu s'imaginer.